Salut les amis, salut à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de l'Apéro Tribune, votre podcast où l'on discute et on débat de l'actualité autour de l'OM, tous ensemble, tranquillement. Bon, vous le savez, ici, pas d'expertise, seulement de la passion, c'est la devise de notre site. Et donc on va faire une petite aparté, le mercato est ouvert, vous le savez, et JHE, toujours le roi de l'anticipation, on le sait, est encore à la recherche de ses head of football et head of business. Il aime bien les anglicismes, il est comme ça, notre Jacques-Henri. Mais bon, nous, on va vous informer. On a déjà réalisé notre mercato. Notre mercato est déjà terminé. Parce qu'avec moi, qui j'ai Axel, le head of mauvaise foi. J'ai Thomas, le head of monologue. La dernière fois, il s'est fait un monologue d'un quart d'heure pour le premier apéro tribune. Et j'ai Bernard, le head of nothing, on va dire. Bonsoir à tous. Et puis au final, moi, Julien, le head of présentateur, of presentation, comme on dit. Maître Capello, on l'appelle. Maître Capello, voilà. Voilà, vos 4 coéquipiers sont là pour vous servir. Bon, vous pouvez nous suivre, on le rappelle, sur Twitter, sur Instagram et notre site internet, latribuneolympienne.fr, où vous pourrez retrouver toutes nos analyses, nos articles, nos interviews et le contenu de ce podcast également. Donc, on va démarrer avec le premier sujet du jour que Thomas va nous présenter. Je t'écoute, Thomas. Bon, je vais faire très court, j'ai compris. On prend le temps d'expliquer quand même. Allez, on va attaquer simplement avec le premier sujet et on va parler mercato. Le nom qui revient beaucoup en ce moment, c'est celui d'Mbaye Niang, l'attaquant sénégalais du Stade Rennais. L'intérêt entre le joueur et l'OM, il est réciproque, on le sait. Canal, d'ailleurs, dimanche dernier, a annoncé un accord imminent autour de 20 millions d'euros. Bon, évidemment, ça a de suite été démenti par RMC. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que Mbaye Niang, déjà, c'est un profil qui nous plaît ? Et puis, surtout, est-ce qu'il peut être compatible avec l'effectif olympien qu'on a actuellement, tout simplement ? C'est une bonne question. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que quelqu'un d'autre prend la parole ? Axel, tu veux démarrer ? Je parle pas beaucoup, moi, en ce moment, donc je laisse. Je parle pas beaucoup. Je laisse Axel. Donne-nous ton avis sur Mbaye Niang. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, Mbaye Niang, avant de parler de lui, j'ai un petit peu regardé sa carrière. Donc, je l'ai un petit peu, comme tout le monde, sur Google. Et donc, j'ai vu que ce charmant jeune homme… Monsieur Google, Axel. Monsieur Google. Wikipédia. Donc, sa carrière, il est passé donc à Caen, Milan, Montpellier, le Genoa, Milan, Watford, Torino, pour finir là, donc chez nos amis rennais, à tout juste 25 ans. C'est quand même, je crois que ça fait à peu près 8 clubs, si je compte bien. Il aime bien faire du manège, quoi. Oui. Donc, je me pose 2-3 questions sur le profil psychologique du joueur. Ah, carrément. Ah, oui. Psychologique, oui. Toi, tu es direct sur une analyse un peu freudienne, on va dire, du gars, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a affaire à un gars qui tient pas trop en place, qui aime beaucoup le changement. Moi, ça me pose quand même pas mal de questions sur ce qu'il veut faire à l'OM, sur son niveau de profession. Oui. Après, on peut se dire que quand même, ça fait 2 ans là, qu'il s'est, entre guillemets, stabilisé à Rennes. Il a fait quand même 2 saisons très correctes. Je pense que voilà, il s'est assagi peut-être, non ? Franchement, ses stats, c'est à peine correct. Je les qualifierais plus de tocard. Je vois ses stats donc avant Rennes, donc c'est absolument grotesque. Donc à Rennes, oui, c'est à peu près correct. Il est à 11 buts la première année, 12 buts la seconde année. Mais attention, le mec, quand même, il joue à Rennes. Et Rennes, on sait très bien que comparé à l'OM, il y a un fossé qui est immense. Notamment au niveau de la pression qui a rien à voir. Rennes, pour moi, c'est pas le même sport. J'ai quand même des gros doutes. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Thomas ? Au niveau des stats, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne sais pas où est-ce que tu as pris les stats, Axel. Parce que les stats, moi, je prends les stats, on va dire, championnat, Europa League et les coupes. Donc, en 80 matchs avec le Stade Rennais, donc en 2 saisons, il est à 29 buts pour 9 passes d'ess. Ce qui est concrètement, ça représente donc 29 plus 9 fait 38. Ça fait à peu près, il est décisif une fois tous les 2 matchs, ce qui n'est pas non plus dégueulasse. On va être clair, il y a pire.
Il y a mieux, évidemment, mais il y a quand même pire. Surtout, ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est qu'il y a aussi un prix qui est aux alentours de 20 millions d'euros. À 20 millions d'euros, tu vas difficilement trouver mieux. Tu peux trouver mieux en prenant, par exemple, un Osimhen qui a été recruté par Lille pour 12 millions d'euros, mais tu prends quand même un risque. Tu prends quand même un risque avec Osimhen. Je veux dire, bon, là, effectivement, lui, ça a fonctionné pour lui, mais ça reste un projet. Nyang, on sait plus ou moins ce que ça vaut. C'est pas un génie, hein, loin de là. C'est pas non plus un tocard fini. C'est un joueur qui est, je le mets un peu plus que correct quand même. Tu vois, surtout depuis deux saisons à Rennes. Moi, je l'ai suivi notamment. Vas-y, je t'écoute. Après, c'est vrai que sur le plan physique, au niveau de sa vitesse, de son gabarit, il peut nous apporter pas mal. Là où, par exemple, Benedetto, il était un peu limité, je trouve. Il n'allait pas forcément au contact. Ça peut être ce qui nous manque un peu aussi. Moi, je trouve que il nous manquait du poids offensivement. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tactiquement, derrière, c'est compatible? Parce que Villas-Boas veut apparemment. Alors bon, ça c'est encore. C'est l'équipe qui annonce ça, donc il faut se méfier. Mais Villas-Boas se parlerait d'un 4-4-2. Je ne suis pas persuadé que le 4-4-2 avec nos joueurs offensifs, ça soit forcément Payet à gauche, hyper intéressant. Voilà, Payet à gauche, Thauvin à droite pour défendre, ça va être sympa. Ça va être sympa. Oui, ça. Donc voilà, je sais pas. Je suis un peu méfiant sur ce joueur en fait. La question, c'est ça aussi, hein, c'est que ce mec, en fait, on le voit, hein, c'est pas un gars non plus hyper technique, mais bon, il marque, on va dire, j'ai regardé un peu tous ses buts des 2 dernières années là sur YouTube. En fait, la plupart du temps, il marque sur des centres. Hein, le gars, il traîne un peu toujours dans la surface et il marque sur des centres. C'est pas vraiment un point d'appui ou quelque chose comme ça, donc on peut pas le faire jouer tout seul, hein, pour moi. Moi, c'est un mec qui peut pas jouer seul en pointe. Et d'ailleurs, cette année, Rennes, c'est quasiment que du 4-4-2. Hein, oui, mais nous, à l'OM, là, le 4-4-2, ça paraît compliqué. Hein. C'est pour ça que Villas-Boas voudrait ce profil-là, parce que lui, il correspond à 4-4-2. Après, c'est derrière qu'il faut revoir l'équipe. Bon, ça, c'est peut-être un autre débat, mais bon, enfin, moi, je sais pas. Ce joueur, je suis un peu mitigé parce que je trouve que quand même, c'est vrai qu'il a des stats plutôt intéressantes sur les 2 dernières saisons. C'est pas non plus exceptionnel, on l'a dit, mais c'est des stats correctes. Après, je vois qu'il est quand même décisif, hein, parce qu'il marque au Vélodrome, hein, lors du nul de Rennes au Vélodrome. Ça fait 2 ans d'affilée qu'il marque face à Paris, dont là pour la victoire de Rennes contre Paris. Un très joli but contre Paris d'ailleurs à domicile. C'est un vrai but pour le coup, en appui. Il fait un bon contrôle, il met une frappe enroulée. Très très joli but qu'il met contre Paris. Donc il est capable techniquement de faire des choses intéressantes. Après, je pense que c'est aussi au niveau de la régularité il doit travailler. C'est ça. Et le prix, alors, est-ce qu'on en parle? Du coup, 20 millions, est-ce que c'est pas un peu cher? Parce que bon, nous, on a fait un petit sondage sur Twitter pour savoir si c'était plutôt une bonne recrue, entre guillemets, une bonne affaire. Est-ce que c'est trop cher ou est-ce que c'est surcoté? Là, pour le moment, c'est clair. Hein, tout le monde nous répond à 54% que c'est une bonne recrue. 31% ils disent que c'est trop cher et 15% ils disent que c'est surcoté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Axel? Moi, je pense que le prix, par rapport au marché, c'est à peu près le bon. Après, moi, c'est au niveau du choix, je suis pas convaincu du tout. Bernard, tu les mets les 20 briques, toi? Moi, j'avais dit surcoté parce que franchement, j'ai su que ce joueur il existait que depuis concrètement. Donc non, moi c'est un peu surcoté pour ce qu'il est. J'ai vu un peu le rendement au niveau des stats. C'est comme il a dit tout à l'heure Axel. Franchement, avoir fait déjà à son âge autant de clubs, on dirait limite une carrière à la Balotelli ou à la Caviglia. Voilà, Balotelli, c'est vraiment l'exemple. C'est vraiment exactement ça. C'est vrai que ça peut le rappeler. Après, il ne faut pas oublier que Rennes, ils l'ont acheté 15 millions aussi. Hein, donc forcément, ils ne vont pas le brader. Hein. C'est sûr. Ils ne vont pas le brader, les mecs. Peut-être qu'après, ils savent bien vendre, hein, le Milan. Moi, je voulais soulever quand même un petit point. C'est par rapport à son entraîneur, là, Julien Stéphan, qui a quand même dit que ça lui arrivait de partir assez rapidement de l'entraînement, qu'il n'était pas forcément très sérieux, qu'il n'avait pas non plus un professionnalisme super pour un professionnel. Donc, moi, j'ai de gros doutes à l'OM de ce que ça peut donner. Pour moi, et on le voit encore plus là avec ses déclarations.
Bon, est-ce que tu accepterais qu'un joueur il fasse ça? Bon, ça, c'est déjà arrivé, mais est-ce que tu accepterais qu'un joueur qui est plutôt en bonne position, on va dire, dans ton effectif, plutôt un des tauliers, fasse d'un coup cette déclaration? Ben, moi, non seulement je n'accepterai pas, mais enfin, moi, un joueur de l'OM, enfin, lui, par exemple, s'il vient et qu'il fait ça à Rennes, je ne suis pas persuadé que il ait le profil, quoi. Parce que forcément, tu te dis, qu'est-ce qu'il a dans la tête, ce mec? Il a quoi dans la tête? Je le vois au bagnole avec Bounassar en train de faire une photo. Ouais, je vais venir, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? D'où il sort, quoi. Tu sens que ça va être C'est quoi ces comportements, quoi? Tu Franchement, sens que ça va être une sorte de Ben Arfa Dembélé, non? Après, je suis pas. Non, Enfin, je vous trouve un peu sévère par rapport à son comportement parce que c'est pas non plus. ouais, mais Pas c'est mal placé. c'est pas le fond du caniveau. Je veux dire, il faut regarder aussi un peu ce qu'on a pu vivre. On voit par exemple quand Payet est revenu à l'OM. Rappelez-vous ce qu'il a Ouais. fait à West Ham pour revenir. Regardez ce qu'a fait. Franchement, c'était sale. Regardez ce qu'a fait Thauvin lorsqu'il il a signé à Lille et qu'il a de suite voulu partir. Donc, Ouais, mais c'est ça. et ces joueurs-là, peut-être, mais ces joueurs-là, au final, ils ont été utiles. Ils ont été très très bons. Oui, bien sûr. Et ça, après, ça devient après un détail. Ça devient un détail, comment tu t'en vas du club. Donc moi, je veux dire que Nyang fasse ça, fasse une déclaration pour dire ouais, je veux partir. Moi, ça me choque pas, loin de là. Non, mais qu'ils Après, mettent la pression comme ça, c'est pas forcément preuve d'un gars très stable, ouais, moi, je mais pense. ça peut être à notre avantage aussi. Oui, bah, bien C'est-à-dire sûr que que c'est à notre avantage. c'est un moyen de négociation, pouvoir faire baisser aussi un peu le prix, parce que Rennes n'en veut plus. Ce qu'a dit Stéphane par rapport à lui, par rapport à Nyang, bon déjà, je trouve ça un peu facile de dire ça maintenant, mais après, très Oui, bien. bah, il n'allait pas le dire pendant la saison, ça, on le Ah ouais, savait. donc voilà, c'est facile. Mais après, voilà, moi je suis pas. Son comportement, moi, me choque pas plus que ça. Je trouve d'ailleurs que, parce que moi, pour l'avoir suivi, notamment en Italie, lorsqu'il était Ouais. au Torino et à Milan, euh, je, je trouve qu'il y a quand même une vraie progression chez lui. Euh, Avant, c'était un tout droit, quoi. Très clairement, c'était Mais un est-ce que tout tu le droit. penses prêt? Alors, ok, il a progressé, mais est-ce que tu le penses prêt à franchir un vrai palier en venant dans un club où, comme l'OM, où d'un coup la pression c'est plus la même, où il va falloir être de suite efficace parce qu'on a quand même la Ligue des Champions l'an prochain. Et là, on C'est pas cherche la quand même même pression. C'est pas la même pression. Ouais, mais tu C'est sais, pas le même sport. il a 25 ans. Il entre dans Euh, son meilleur tempo, on va dire, de la carrière, logiquement. Ouais. il va rentrer là dans le meilleur de sa carrière. Donc, je suis je suis pas non plus hyper optimiste le concernant parce que je me doute à peu près de son plafond. Ouais. Mais je pense que malgré tout, pour la Ligue 1, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en Ligue 1, pour la Oui, Ligue bah, 1, c'est sûr. ça peut facilement être une saison à 15-20 buts et 5-6 passes. Ce Et, qui est très propre. et ce qui est très très propre. Donc, Oui, avec Benedetto, ils peuvent un peu se partager le travail. Mais... après, voilà, avec Benedetto, ils peuvent se partager le travail. Je pense que Benedetto, il a clairement besoin d'avoir quelqu'un avec lui devant. Oui, ça, on l'a vu. Ouais, je pense. Maintenant, le 4-4-2, moi, je me pose des questions par rapport à ça. Mais en même temps, Payet et Thauvin, ils sont pas là pour durer non plus. Ouais. Donc voilà, Ouais, c'est sûr que Payet, de toute façon, il a encore un an dans les jambes. et Après, Thauvin, il il s'en est va, cramé. Hein. Il s'en va en 2021. Ouais. Donc voilà, je veux dire, tu peux commencer à travailler un 4-4-2 avec Oui, Benedetto clairement. Pourquoi pas? et Nyang. Voilà, bon, après, Villas-Boas risque aussi de partir en 2021, donc c'est encore autre chose. Mais bon, voilà, pourquoi pas? Tu peux commencer à travailler un 4-4-2. Ok. Ça peut Bon être une idée. alors, du coup, conclusion. Allez Bernard, je te laisse la parole. Mbaye Niang, tu prends à 20 millions ou tu prends pas? Du coup, est-ce que tu prends et tu l'intègres à l'effectif ou pas? Moi, personnellement, ouais, si dans le cas où il serait vraiment complémentaire avec Benedetto, ouais, je suis d'accord. Peut-être après, s'il arrive à jouer avec Germain, si on arrive à lui faire Ah, quelque on va en parler chose. plus tard de Germain, lui. Ah, Ouais, On va s'occuper de lui un peu plus On tard. l'a pas non, mais oublié. c'est même pas bête, parfait. Germain, parce que Germain, il est Oui, bon dans un oui, 4-4-2. Voilà, Mhm. oui. clairement. Bon, on dit ça Ouais, tout il le est temps, mais il est bon. jamais bon quand même. On va en Bah, reparler. On va en il est moins reparler. picard. Il est moins picard. On va en reparler, ouais. Axel, alors, Mbaye Niang, conclusion en 2 mots, vas-y. Ben, moi, je pense que s'il vient sur l'euphorie, il va un peu casser la baraque pendant, allez, on va dire 6 mois, peut-être une année, mais qu'après, au final, au bout de 2 ans, on va se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Il a un gros salaire, on va devoir le vendre, les gars. Ça va être compliqué. Voilà ce que je Thomas? pense. Je peux me rapprocher un peu de ce que pense Axel, mais je suis moins pessimiste que lui dans le sens où s'il fait 2 grosses saisons chez nous,
il aura 27 ans. On le voit en Angleterre, 40 millions facile. D'accord. Moi, mon avis, moi je dis pourquoi pas, mais pas dans le système actuel, clairement. Il faudra vraiment changer de système. Le 4-3-3 avec un attaquant en pointe, ce ne sera pas possible avec. Ah non, mais ça c'est évident, ça c'est clair. Bon voilà, ben, je pense qu'on a l'avis de tout le monde. On va pouvoir passer à notre second sujet. Axel, donc vas-y, tu vas nous parler de notre deuxième sujet qui concerne le bilan de défense, de ce que j'ai compris. Oui, je voulais un petit peu revenir sur le bilan de défense de l'OM de cette année. Parce qu'en début de semaine, avec la tribune olympienne, on a publié un article sur la défense. Donc, on a fait la notation de chaque joueur. Et je voulais reparler un peu des latéraux et un petit peu aussi d'Alvaro González. Donc, je voulais commencer par un certain Jordan Amavi. Où il y a eu Michael Jordan. Où il y a eu énormément de débats par rapport à sa note finale. Donc, sur la tribune, on lui a mis une note de 3. Mais vous, les mecs, vous avez été vachement durs. Notamment Thomas, tu avais mis 2,5. Toi, Julien, je ne sais plus combien exactement. J'avais mis 3, je crois, ou 2,5 aussi, peut-être. Eh ben, moi, j'avais fait un petit peu le choix de surnoter, de mettre 4 sur 5 pour Jordan. Je vais un petit peu m'expliquer. Vas-y, explique-toi, parce que franchement, il y a eu débat pour parler des coulisses, on va dire, de la tribune pendant cet apéro. Il y a eu débat. Et je pense que ça vaut le coup d'expliquer à haute voix un petit peu pourquoi tu as osé attribuer 4 sur 5 à Amavi. Le mec, la même note qu'un Mandanda ou qu'un Ndoye Calcata. Déjà, Mandanda, j'avais mis 5, parce que le mec, c'était quand même, Steve, excusez-moi, quand même la légende, quoi. Ouais. Non, mais je crois rêver. Restons sur Jordan. Le mec, il chie sur Mandanda depuis des années, et là, il te dit... Tu as tort de critiquer Mandanda. C'est la meilleure saison depuis 10 ans. La meilleure saison depuis 10 ans. Bah, vas-y, parle-nous de Jordan. Non, mais Jordan, je n'ai pas souvenir d'un mec comme ça, aussi nul, que le Vélodrome lui a chié dessus un nombre incalculable de fois. Je n'ai pas souvenir, en fait, d'une telle résurrection, en fait. J'avais envie de récompenser le fait qu'il revienne dans le coup, quoi. C'est vrai que ça a été rare. Hein. C'est un mec comme ça, revenir des enfers en une semaine. Le mec, il passe de rien à un match de fou contre Lille où il est partout, il court de partout, il récupère tous les ballons, enfin, il apporte énormément. Donc, j'ai voulu le récompenser par rapport à ses prestations, donc son retour mental, j'ai envie de dire. Et aussi toute l'agressivité qu'il a mis dans la deuxième partie de saison, le physique, son implication, je l'ai trouvé très présent. Et j'ai trouvé sa relation avec Payet sur le côté superbe. Il a vraiment couvert le couloir à merveille. J'ai trouvé que vraiment, il avait été très bon en deuxième partie de saison. Je crois que Thomas, tu vas réagir sur cette phrase. Mon super d'entente avec Payet à merveille. En fait, je crois que les adjectifs, ils ne te correspondent pas. Je suis ravi de savoir en fait qu'on avait Roberto Carlos en arrière-gauche cette année. Non, mais je découvre. Mais je continue, vas-y. Il a des carences. Je n'ai pas dit que c'est un génie. Ouais. Mais j'étais vraiment content pour lui et content qu'on ait vraiment récupéré un vrai joueur de foot, quoi. Je suis vraiment content. Bon, vrai, il y a des guillemets autour de vrais joueurs de foot, quand même. Parce qu'on parle d'un mec, les premiers mois, les 3 premiers mois au moins. Ah non, mais c'est une catastrophe sans nom. Le mec, il est conspué au Vélodrome à ce moment-là. On l'a dit dans notre bilan. Hein, on dit Jordan, il filait tout droit vers le burn-out. C'était fini. Le mec, il était irrattrapable. Il était mort. Alors, effectivement, le mec, il est bien reçu. Il s'est bien repris. Il est bien revenu. Mais moi, je suis désolé. Son niveau, deuxième partie de saison, pour moi, il est tout juste correct. Ah, il est bon. Pour moi, le mec, il apporte rien offensivement. D'ailleurs, on le voit. On a sorti des stats exprès sur notre bilan de saison. Le total de la saison, c'est un but, une passe décisive. Passe décisive. Le mec est censé centrer. Moi, c'est ce que j'attends d'un latéral. Hein. Mais qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Prends le relais. Moi, je peux pas. Hein. Après, non. Je suis d'accord sur un point. C'est qu'effectivement, de cataclysmique, il est devenu, on va dire, correct. J'ai pas souvenir d'un mec comme ça. Alors, moi, j'en ai 2, très clairement. Ouais. Et qui ont clairement été meilleurs qu'à ma vie lorsqu'ils sont revenus. C'est Gignac et Thauvin. Gignac, on se rappelle qu'à un moment donné, on l'envoie à Merano pour perdre 10 kilos. Et rappelez-vous quand même ce qu'il fait à la fin. Ça devient un attaquant
très, 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 très bon. Oui, mais et Thauvin, rappelez-vous qu'il s'est quand même pris des bouteilles sur la gueule contre Rennes au stade. Et d'ailleurs, ça lui a fait un déclic ce jour-là. C'est vrai que ce mec, Thauvin, il y a une époque, on lui vomissait dessus aussi, très clairement. Entre nous, on l'appelait Bovin aussi. Voilà, pour moi, ça, c'est largement pire que ce qu'a pu vivre Amavi. Alors, Amavi, tu te fais conspuer. Non, pas pire. Amavi, quand même, il en a pris. Non, mais attends, ça va, tu te fais conspuer, ok, c'est pas une fois. Hein. Mais oui, c'est pas une fois, mais c'est pas non. Enfin, pour moi, il n'y a pas eu un acharnement plus que ce qu'a pu vivre Gignac ou Thauvin, très clairement. Et sa renaissance, comme tu dis, j'aurais tendance un petit peu à atténuer ça. Je vais dire que simplement, il va se réhabiliter comme étant un joueur de football professionnel qui doit avoir un niveau ne serait-ce que correct. On va dire ça comme ça. Mais derrière, je suis désolé, il y a énormément de problèmes avec ce joueur. Défensivement, ça reste toujours pour moi il a été, moi je l'ai trouvé solide quand même, un deuxième partie. Très solide avec 9 cartons jaunes. Très agressif, ça c'est vrai. Non, il est agressif pour moi parce qu'il est en retard à chaque fois. Exactement. Il est en retard pour moi, il est tout le temps en retard. Ah, mais comme Alvaro, il n'anticipe jamais. Non, mais alors, s'il te plaît, ne me compare pas à ma vie, Alvaro. Hein. Alvaro, c'est 6 cartons, 4 de moins. Non, mais il y a alors, il y a un rouge en plus. Les deux joueurs n'ont rien à voir. Mais non, après, c'est pas pareil. Après, voilà, pour moi, à ma vie, faut clairement se poser des questions par rapport à ce joueur. Offensivement, c'est ridicule. Non, quand même. Non, c'est ridicule. Quand tu fais il est maladroit, mais il apporte quand même. Une passe décisive de la saison. Une passe dans la saison. Donc, moi, j'appelle ça ridicule. Oui, mais faut oublier qu'il y a Payet qui ne défend jamais aussi. Hein. Je pense qu'on n'attend pas les mêmes choses d'un latéral aussi. Ce qui est faux. Payet, cette année, a beaucoup défendu cette année. Payet, oui, il a eu en un moment, on a eu des impressions, mais quand même, il va toujours. Il défend pas non plus. Je suis loin d'être d'accord sur toi par rapport à ma vie. Et après, moi, à ma vie, très clairement, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de lui. S'il y a une offre, ne serait-ce que de 5 millions, voire 10, allez, 7-8 millions d'euros, je l'amène moi-même à l'aéroport. Très clairement. Moi, je le garde, mais bon, c'est sûr que par contre, je mets une forte concurrence. Si on peut financièrement. Il faut absolument recruter à son poste ou lancer un jeune. Il faut absolument recruter. Roca, pour moi, c'est léger si on garde. Mais je suis tellement on l'a jamais vu en pro. Je suis tellement déçu dans ma vie que je suis prêt à avoir Roca. Je suis prêt à voir. Je l'ai jamais vu jouer. Je l'ai jamais vu jouer à part sur des amicaux. Je suis prêt à donner la chance à Roca. Bernard, qu'est-ce que t'en penses? Tu connais Jordan Amavi? Oui, je connais Jordan Amavi, oui. Franchement, moi j'étais vraiment étonné, surtout vos notes là, parce que le mec il revient de l'enfer, c'était vraiment ma tête de turc, quoi. Franchement, la saison d'avant. Tu m'étonnes. Tu aurais tendance à être gentil aussi comme Axel, quoi, dans la notation. Moi j'ai été gentil, ouais. Non, moi je reste toujours, c'est ma tête de turc, donc. non, alors donc. Les mêmes notes que vous avez mis. Donc c'était 2,5 quoi dans ces eaux-là. Voilà, oui, pas plus. Tout juste la moyenne. Ça vaut pas plus que la moyenne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant justement la moyenne de nos notes à tous, on est tombé sur à peu près 2,5 et on se dit, pour faire plaisir à Axel, quand même, il faut bien le dire, vu qu'il est passé des sifflets aux applaudissements à la fin, que le public du Vélodrome a loué son état d'esprit et Axel en premier, il était sur les filets en train de hurler Jordan Amavi, oh yeah. Le nombre de maillots d'Amavi qu'on voit à Marseille, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et du coup, pour cela, on lui a attribué un petit bonus d'un demi-point, donc du coup, il est passé à 3. Voilà, un petit peu au-dessus de la moyenne pour l'état d'esprit. 12 sur 20. Mais bon, c'est ça. C'est clair qu'on va devoir recruter à son poste. Autre joueur de qui tu voulais parler donc en défense, en plus de Jordan? Je voulais parler de Bounassar, qui franchement a bien confirmé. Par contre, il a confirmé, mais en tant qu'arrière droit, parce qu'un peu plus haut sur le terrain, là, j'ai trouvé très limité. On le voit dans les apports aussi, un but, 3 passes décisives, super. Oui. Bon, après, il a bien dépanné à des moments où le club avait peu de joueurs. Il est rarement blessé, il est toujours là, il est utile. Hein. Mais bon, plus haut sur le terrain, c'est pas possible. Mais arrière droit, franchement, je le trouve bon. Il défend bien, il a progressé défensivement, il apporte forcément offensivement. Plutôt un bon latéral droit, franchement. Pour l'année prochaine, je le verrai titulaire, mais en concurrence. Après, avec Sakai, c'est le problème, c'est que Sakai a tellement baissé en niveau. Qu'est-ce qu'on fait de Sakai? Sakai, c'est une catastrophe, on le voit. On le voit dans les stats aussi.
Il a 48% de victoire, je crois, c'est un des plus faibles de tout l'effectif. Après, faut pas 62% des buts encaissés de la saison, ils ont été quand il était sur le terrain. C'est assez parlant aussi, alors que le mec, il a pas joué l'intégralité des matchs, il a été souvent remplaçant. Donc, c'est quand même des stats qui parlent aussi. Hein. Sakai, il est un peu dans une spirale négative quoi, cette année. Ouais. Il me fait penser un peu à un certain Bonnard à l'époque du titre. L'année du titre, il me fait penser à lui. Quoi. Où il était vraiment. Bonnard était un super joueur, très solide, Laurent Bonnard. Mais c'était le point faible de notre côté, quoi, de notre équipe. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, pour revenir sur Sakai, je pense qu'il a été moins bon aussi parce qu'il a été en grande méforme physique. Parce qu'il a fait beaucoup de compètes internationales avec le Japon, des voyages. En plus, fin de saison, il était blessé à la cheville. Je pense que c'est aussi ça qui explique son niveau, qui normalement, je pense, est un peu mieux que ce qu'on a vu. Quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas repartir sur une saison avec Sakai et Bounassar en arrière droit et remplaçant. Enfin, les deux en arrière droit. Pour moi, il faut absolument un mec en plus en arrière droit. Les latéraux, c'est pas possible. Ce qu'il faut se dire, de toute façon, c'est que Bounassar, il a de grandes chances de partir. Oui, c'est vrai. Je pense que d'ailleurs, vaut mieux pour lui qu'il parte. Il a fait une bonne saison, c'est vrai. Et ce qui m'a étonné au-delà de sa saison, c'est ce qu'a pu dire Villas-Boas sur lui en expliquant que c'était un vrai taulier dans le vestiaire et qu'il le voyait, il pouvait l'imaginer comme un capitaine à la succession de Mandanda. Et, ça, j'ai du mal à le croire, mais après. Mais moi aussi, j'ai beaucoup de mal à le croire. Mais en fait, je pense qu'on a une image de lui qui reste encore peut-être un peu fausse. Moi, la seule image qui me vient, c'est quand il est à Marrakech avec sa couille qui dépasse du maillot. C'est ça. Hein, vraiment, voilà, c'est exactement ça. Non, mais je pense que c'est un joueur qui a mûri, oui. Qui a mûri et aussi bizarrement que ça puisse paraître, je pense que c'est un joueur qui peut être écouté dans un vestiaire. La figue est mûre. Hein. Et du coup, voilà. Après, pour Sakai, très sérieux, très clairement, moi je trouve que sa saison, elle est catastrophique. Non, mais c'est physiquement, je pense. Hein. Il est complètement à la rue. D'habitude, quand même. Et un tel écart par rapport à sa première saison, je suis même la deuxième, très perplexe. Non, je suis très perplexe. Ça fait combien de temps? 4 ans qu'il est là? 4e saison? Il a quand même fait deux saisons et demie, 3, là, pas mal. Et bon, là, c'est sûr qu'il a plongé. Hein. Non, il a plongé et je trouve que c'est physiquement qu'il a plongé, c'est sûr. Il a été blessé et je pense qu'il n'est pas encore revenu de sa blessure. Donc, qu'est-ce qu'on fait de lui? Moi, je me pose la question. Il a un salaire. Pour moi, en l'état, il est invendable de toute manière, Sakai. Donc, dans la rotation, il peut jouer un peu partout. Ouais, je vais te dire, moi, je le préfère en arrière gauche à ma vie. Donc, tu vois. Quand même. Tu sais. On parle de Sakai. Rappelle-toi notamment la saison où on va en finale de l'Europa League. Sakai, il est. Ouais, mais s'il y a 2 ans, il était bien meilleur. Là, c'est vraiment. Mais il était très très bon. Donc, je sais pas quel est vraiment aujourd'hui son niveau à Sakai. Est-ce que en fait, il n'a pas atteint son plafond et qu'il aura jamais il retrouvera jamais un tel niveau? C'est compliqué. En plus, il a 30 ans. Je sais pas. En plus, il a 30 ans. Le poste de latéral, ça demande quand même d'être assez endurant, d'avoir des jambes, de cavaler sans arrêt. Moi, je le vois mal. Pour un joueur qu'on a recruté gratuitement en fin de contrat. Ah non, c'était une bonne affaire. Il a un très très quand même un très beau parcours. Maintenant, est-ce que voilà. Voir est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité. À la fin de l'aventure, je sais pas. Je pense pas sur la fin de l'aventure. Moi, je pense que si on vend Bounassar, Sakai, ça vaut le coup de le garder en remplaçant. Oui, parce qu'il va revenir, je pense. L'expérience. Il a 2 ans de contrat. Il a 2 ans de contrat, tu le gardes encore au moins 1 an en remplaçant et tu trouves un vrai titulaire si possible, si on a les moyens. De toute façon, on n'a pas de moyens. Donc, il faut se dire qu'on ne va pas recruter 50 joueurs. Donc, il faut essayer d'en garder un peu aussi. Hein. Le dernier nom qui est sorti pour le poste d'arrière droit, c'est Sébastien Corchia. Quoi. Ah, ça fait rêver ça. Qui c'est ce mec? Qui c'est ce mec? Bernard, je me doute que. Le boss ne le connaît pas. Hein. Va sur Google. Sur Google. Et je voulais juste dire un petit mot sur Alvaro González, qui m'a grandement surpris. Vraiment énorme, l'état d'esprit, tout ce que tu veux.
Ouais, c'est vraiment notre petite hyène à nous qu'on adore avec la bave qui coule. J'ai quand même un petit doute pour l'année prochaine par rapport à la Ligue des Champions. Je le trouve quand même un peu lent et très limité techniquement. Et j'ai quand même un doute. Après, bon, on sait bien que l'OM en ce moment, c'est surtout la Ligue 1. On va essayer encore essayer d'accrocher le podium. Mais bon, quand même, j'ai un petit doute sur Alvaro malgré sa belle saison. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'au poste de défenseur central, tu peux durer. Tu peux durer après 30 ans, c'est pas vraiment un problème. Non, mais tu c'est pas l'âge, compenses c'est le niveau. la vitesse, etc. Tu le compenses par ton placement et par ton anticipation. Faut pas oublier que le mec, quand même, cette année, je crois que c'est celui qui a connu le plus de victoires. On l'a mis, je crois, le pourcentage. Ah oui, 63% de victoires. Le mec, il a perdu que 2 matchs dans la saison. Clairement, quand il est là, on perd pas. On perd pas. Oui, non, mais il a un état d'esprit, une rage. Il engraine toute l'équipe, quoi. C'est énorme, quoi. Moi, c'était juste au niveau technique et de la vitesse que j'avais un doute. Thomas, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais Alvaro, je connaissais moyennement, on va dire, avant son arrivée à Marseille. Parce que, tu ne regardais pas tous les matchs de Villarreal? Non, malheureusement, non. Le sous-marin jaune, quand même. J'ai une vie sociale aussi. Mais non, mais après, je connais des responsabilités. Ouais. Non, mais je connaissais un petit peu, on va dire. J'étais pas pessimiste comme la plupart des supporters, parce que c'est vrai qu'on voit débarquer un mec en prêt. Ouais, mais quand on voit débarquer un mec en prêt à Villarreal, c'est des professionnels, les Espagnols généralement. On se dit bon, comment on va faire? Moi, j'ai trouvé franchement très très bon, mais je me rapproche un petit peu de l'avis d'Axel dans le sens, je pense que il va falloir quand même se poser 2-3 questions sur lui pour l'an prochain. Est-ce qu'il arrivera à conserver son niveau? Voilà, puis il ne faut pas oublier une chose, c'est-à-dire qu'il a quand même été blessé cette année. Et au final, les gros matchs, je l'ai trouvé, on va dire, moyen. Contre Lyon, il est très très moyen. Contre Lyon, il se fait expulser. Et contre Paris, il est absent. Donc, qu'est-ce que ça vaut véritablement? Après, contre Paris, excuse-moi, mais c'est l'ensemble de l'équipe qui a démissionné. Oui, non, mais il n'était pas là. Il était absent. Il n'a pas joué contre Paris. Je me demande qui était là ce jour-là. Mais au final, on sait. Enfin, contre un gros, c'est limite. Je me pose encore 2-3 questions parce que sa lenteur, quand même, ça reste un problème. Mais par contre, effectivement, il est très très bon dans l'anticipation et puis il rend les autres meilleurs. Très clairement. Oui, il ne faut pas oublier, clairement, je pense que c'est grâce à lui aussi en partie que c'est grâce à lui il a retrouvé ce niveau-là. Ouais. Et que Jordan Amavi, c'était Roberto Carlos. Oui, à ne pas oublier. D'ailleurs aussi à ne pas oublier que Jordan Amavi, il lui reste qu'1 an de contrat. Hein. Donc il y a une décision qui s'impose. Voilà. Oui. Est-ce qu'on vend ou est-ce que c'est pour ça que je vous dis, à 7-8 millions, je l'emmène à l'aéroport. Mais quel aéroport? Je suis plutôt d'accord. Blackpool? Peu importe. Jambon fumé, tout ce que tu veux. De West Ham, d'accord. Bernard, qu'est-ce que tu fais toi pour Jordan? Tu gardes ou tu jettes? Franchement, moi je dirais je vends, hein, parce que le mec, franchement, déjà il reste 1 an de contrat, donc après, franchement ça va allonger notre masse salariale. Et après, deuxièmement, franchement, c'était que son année, la meilleure année, l'optimum. Et après, là, je pense qu'en Ligue des Champions, avec tout le championnat qui va se cumuler, le mec il va carboniser. Donc, pour moi, Et le Samouraï, qu'est-ce que t'en fais? Le Samouraï, moi je laisse, comme vous avez dit, en 2e défenseur. Voilà, parce qu'il a quand même son expérience. Bon. Je crois que le débat est clos pour la défense. Chacun a pu donner son avis. On a fait le tour. On a fait le tour. Allez, très bien. Et donc, 3e sujet du coup pour terminer tranquillement nos débats du jour, un sujet un peu plus détente, comme la dernière fois. Donc, on le sait, il va falloir dégraisser cet été. Et vous le savez, on a 2 boulets surpayés en attaque. Et au moins un va partir, c'est certain, c'est souhaitable, voire les 2 si possible. Mais donc ce sont Valère Germain et un revenant, Kostas Mitroglou. Bon, parmi ces 2 mastres, lequel garderiez-vous? S'il fallait en garder un, lequel garderiez-vous? Le débat il se pose quand même. Si vous voulez, je vous rappelle quelques stats. Vas-y. Vous voulez?
preneur. Germain, 30 ans, Mitroglou, 32 ans. Beau profil déjà. Germain, cette année, c'est 30 matchs pour 2 buts, 4 passes décisives. Mitroglou, c'est 18 matchs, mais 18 bouts de match, parce qu'en tout et pour tout, il a joué, j'ai regardé, 366 minutes. Voilà, propre. 3 buts. Et les deux, tenez-vous bien, sont payés chacun 330 000 € par mois, environ. Ils ont exactement. Et le reste à tous les deux, à peu près, Et le reste tous les deux, 1 an de contrat. Allez, vas-y, Axel, qui tu gardes là? Fais-moi plaisir, fais-moi rêver. Tu peux envoyer. Il y a du beau joueur, du beau tocard comme tu les aimes. Alors, moi, juste pour pleuvoir son petit sourire avec sa petite fente entre les dents, je garde Kostas Mitroglou et je dégage Valère Zermain. Et je dirai pourquoi après. Tu peux nous le dire, vas-y. Mais moi, je garde Mitroglou parce que déjà, à l'OM, Mitroglou, il avait de bien meilleures stats que Zermain, qui a des stats absolument épouvantables. Je ne peux plus le voir, ce joueur, qui est mauvais à tous les matchs. Le seul truc qui fait que je garderai plus Zermain, c'est que physiquement, il est quand même rarement blessé. Il est toujours là. Tandis que Mitroglou, c'est un peu le il est capable de courir, Germain. Il est capable de courir, Germain. Mitroglou, je ne sais même pas s'il peut courir. Mitroglou, il ne faut pas oublier qu'il a 32 ans et il vient de faire quasiment une saison blanche, le mec. Donc, autant te dire que niveau forme physique, on est proche je peux y aller à sa place. Je peux y aller à sa place. C'est ça, quoi. Ouais, mais Zermain, je ne peux plus le voir. J'en peux même plus, en photo. Donc je choisis Kostas quand même. Kostas, il met quand même des buts de temps en temps importants avec l'OM. Je me rappelle notamment d'un but contre Lyon, il égalise, même si on perd, qui était important. Zermain, jamais même si on perd. Très important. Il était important. À l'entraînement, il est très fort. Non, mais c'est vrai, il a raison. On a vu quelques belles reprises de volée à l'entraînement. J'attends votre avis. Vas-y Thomas, on t'écoute. La peste ou le choléra. Non, mais c'est clairement ça. C'est très compliqué. Je pense qu'il y a du bon du bon. Il y a du bon. Non, mais en fait, je pourrais dire Mitroglou parce que je pense que Villas-Boas peut éventuellement le relancer. Les Portugais. Je pense qu'il le connaît un minimum. Notamment quand il a été au Benfica, quand Mitroglou était au Benfica. Donc je pense qu'il le connaît un minimum. Bon, Germain, il le connaît aussi, et je pense que voilà, c'est compliqué. En ailier droit, bon voilà. En attaquant seul devant, voilà. On l'a vu l'ailier droit sur le dernier match de la saison face à. Non, mais le cul par terre. Le cul par terre après un coup d'épaule. Hein. C'est très compliqué. Mais après, si on revient juste 2 secondes sur le premier débat, et si AVB passe vraiment en 4-4-2, tu choisis Zermain. Pour moi, les deux sont meilleurs en 4-4-2 parce que Mitroglou, moi, je continue à penser. Alors, quand il est arrivé, je peux le dire très facilement et très tranquillement. J'étais plutôt content de son arrivée parce que il avait des belles stats. J'aimais bien le joueur à Benfica. À Benfica, il était bon. Je l'ai vu jouer plusieurs fois, il était bon. Et il était bon dans un 4-4-2. Germain, pour moi, a toujours été un joueur de 4-4-2. J'ai jamais compris pourquoi Garcia s'est entêté à faire jouer un 4-3-3. Rodi est bon. Et donc voilà, je dirais un petit peu plus Mitroglou peut-être. Mais physiquement, Mitroglou, mon Dieu, ça va être. Ça va être dur, 32 ans, il sort d'une saison blanche. Il faut l'envoyer 3 mois à Merano, là. C'est plus possible. Mais Merano, c'est quand même un bon plan, j'ai l'impression. Hein. Je crois que je vais y faire un tour dans pas longtemps. Oui, j'ai pris un abonnement, personnellement. Bernard, qu'est-ce que t'en penses, toi, pas de Merano, de Zermain ou Mitroglou? Franchement, moi, je prendrais, comme vous, je prendrais quand même Konstantinos. Franchement, tu t'es renseigné sur le nom? Oui, il connaît le nom. Quand même. Il connaît le prénom. Non, Valère, je pense qu'Axel. Il a fait l'effort, quoi. Il a mis les Grecs, Bernard.
Oui. Allez, le boss. Non, moi je suis bien l'idée d'Axel. Enfin, je pense que c'est surtout par rapport à la finale de la Coupe du UEFA quand il a raté son occasion. Enfin, je lui en voudrais toute ma vie. Toute ma vie. Le mec seul au but, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, arrête, j'ai la nausée. C'est vrai que celle-là, elle est dure. Quand même. Moi, je vais vous donner mon avis. Zermain, pour moi, je le conserverai pas et je garderai Mitroglou. Alors, pas seulement pour le côté stats et tout ça. Pour moi, je pars du principe aussi qu'il y a un problème, c'est que tous les deux, ils ont 1 an de contrat. Et Mitroglou, faut pas oublier, il y a un truc. Quand on a acheté que 50% des droits du joueur. Ça veut dire que même si on le vend cet été, bon, déjà qu'on va le vendre presque à 0, on va récupérer que dalle. On va récupérer 0, faut pas se leurrer. Pour le même salaire, Zermain, on peut quand même gratter quelques millions. Redis son nom, j'ai pas bien compris. Zermain. Ah, voilà. Z-E-R-M-M. Ça c'est sûr. Pour moi, voilà, si on le vend, on peut gratter quelques millions. Tandis que je vois le côté financier, hein, c'est toujours la finance d'abord. Hein. Oui, mais JHE. Non, mais voilà. Au même salaire, pour moi, Mitroglou, on n'a que 50% des droits. Ça veut dire que même si on le vend à 3-4 millions, ben, on va toucher 1 ou 2 millions. C'est bon, il faut arrêter, quoi, ça ne sert à rien. Autant le garder sur le banc, c'est pas grave. Hein. De toute façon, mais on en est. Combien on peut le vendre, Zermain? Moi, Germain, je pense qu'à 5. Il y a Orlando FC qui est dessus. Orlando, c'est bien, ça, ils peuvent nous lâcher 5 millions, les Américains. Non, ouais, mais c'est pour faire pop-up girl au match de basket. Donc, c'est pas. Non, c'est au parc d'attractions, non, qui doit aller. C'est Everglades, non? C'est pas là? À Disney World, il va. Non, mais Germain, tu veux en tirer. Vendeur de popcorn. Tu vas en tirer 2-3 millions, mais tu vas pas en tirer. Vu son salaire, c'est compliqué. Mais non, mais tu peux pas en tirer plus. Tu peux pas en tirer plus. Mais tu pourras en tirer plus que Mitroglou dans tous les cas. Il n'y a pas un joueur. C'est kiff-kiff. Ouais, il est un peu plus jeune. Ouais, il est un peu plus jeune, mais je vois pas un club mettre plus de 2-3 millions sur ce joueur-là. Ouais, on l'a acheté 10, ouais, bon, c'est sûr. Ah oui, non, mais ça, après le prix qu'on l'a acheté, c'est autre chose. Hein, mais, oui. Nous, on a été assez des bons acheteurs compulsifs, nous. Oui, bons acheteurs compulsifs. Ça négocie bien le Age of Football. Ouais. Head of Football, ça va être du gratin, ça aussi. Bon, écoutez, je crois que le sujet, il est à peu près clos, puisque de toute manière, on est à peu près tous d'accord. C'est Mitroglou qu'on garde, en fait. Hein, même si donc, on a choisi la peste, en fait. Ouais. On élimine le choléra, on garde la peste. C'est mieux la peste. Un avis médical, peut-être. Un avis médical, sans question. Le choléra, il faut savoir qu'on se vide par les fesses. Donc, c'est pas non plus. Mais c'est le cas déjà. C'est le cas avec Valère Germain. Ça va bien avec Germain. Il nous a fait faire quelques coulants, hein, Germain. C'est pour ça, la paix, c'est très bien. Ouais, ça me va. Ouais. Bon, très bien, ça clôt le débat. Et du coup, on va terminer. On est déjà bien chauffé, on va dire, bien détendu, mais on va terminer tout en beauté avec notre fameux jeu Légende ou Tocard. Et la dernière fois, donc, c'est Thomas qui a hérité du totem, on va dire, de la main pour choisir sa petite sélection de joueurs à classer. Vas-y, Thomas. J'ai le totem. Alors, bon, on va juste rappeler déjà la semaine dernière. Donc, on a fait un Légende ou Tocard. On va rappeler juste rapidement les règles. On a 4 joueurs. Ouais. 4 catégories. Il faut classer un joueur par catégorie. Donc, on a la légende, le très bon joueur, le joueur correct, et puis on a évidemment le tocard absolu. La semaine dernière, du coup, Julien nous a fait un petit quatuor sud-américain, argentin. C'est vrai. Et je me suis dit que bon, en ce moment, on a besoin de soleil. On a besoin de plage. On a besoin de samba. On a besoin de samba. Oh putain. Donc, on va partir sur le Brésil. Oh putain, je sens venir un petit quatuor brésilien. Mais je évidemment, vois des noms. J'ai des noms. Évidemment, les mecs, vous vous doutez bien. Le haut du panier, c'était trop facile. Donc, on va aller chercher le fond du faitout. Alors, pas trop fond non plus, parce que bon, j'ai enlevé les mecs style Adriano Marcelinho. Mince. Toute cette flopée de joueurs des années 90, la fin des années 90, qui sont venus et qui sont repartis au bout de 6 mois. Non, j'ai pris quand même des mecs qui sont restés. Alors,
qui sont restés un petit peu. Voilà. On va essayer de les classer. Donc le premier, je vais vous le présenter. Le premier, on l'avait présenté à l'époque comme le nouveau Thiago Silva, très clairement. Un phénomène. Je veux dire, Carlos Moser à côté, c'était ridicule. Et c'est évidemment le joueur préféré de Marcelo Bielsa, c'est Mateusz Doria. Oui, j'y pensais plus. Oh là là, ça c'est. Mateusz Doria, donc voilà, ça c'est le premier joueur. Le deuxième joueur, c'est, je dirais, voilà, c'est l'homme aux 3 poumons. C'est le mec qui est capable de courir et encore courir. C'est un galactique, faut pas l'oublier, c'est un galactique. C'est Lucas Silva. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ce mec? Alors ça, Bernard, je sais que c'est compliqué pour toi, mais regarde sur Internet, Google. Vas-y, vite, pas un que fini. Lucas Silva qui a quand même a eu des problèmes cardiaques, faut pas l'oublier, donc voilà. C'est pour ça que c'est un joueur qui a un gros coffre physique. Le troisième joueur, c'est peut-être celui qui a eu le meilleur parcours à l'OM, mais sa carrière fait que on va quand même le classer dans ce type de joueur-là. C'est un garçon qui est resté, je crois, 6 mois, pas plus, et puis il a eu la bonne idée de partir ensuite à Paris. C'est André Luiz. Oh là là. André Luiz. Oh là là. Je vois le délire. Et le dernier joueur. Peut-être aller les chercher. Le dernier joueur, c'est je crois, c'est un mec exceptionnel au milieu de terrain. Exceptionnel. Il devait venir, il est venu d'ailleurs parce que Drogba avait besoin de quelqu'un au milieu pour solidifier le milieu. Le problème, c'est que Drogba est parti lorsqu'il est arrivé. Et puis, bon, c'est un joueur, franchement, qui ne laisse rien passer. Bon, sauf le ballon et les adversaires. Mais sinon, tout le reste, il laisse rien passer, évidemment. C'est Eduardo Costa. Oh là là. La pépite bordelaise. Les mecs que j'avais oubliés, que je les avais enfouis dans un coin de ma mémoire perdue. Et c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler et tu me les rappelles. Ce soir, c'est des cauchemars que je vais faire. Évidemment, c'est très simple. Légende, très bon joueur, correct ou tocard absolu. Vas-y, Axel. Allez, vas-y, Axel. Donne-nous d'abord, on va dire la légende. Ta légende, c'est qui? Qu'est-ce que je fais? Je dis tout en même temps ou juste le premier? Donne ta légende. Chacun va donner sa légende et puis après, au fur et à mesure, on va redescendre. Alors, la légende pour Thomas, je pense que là, je vais pas me tromper en disant que c'est Mateusz Doria, la légende. Pourquoi comme ça, vite fait, rapidement? Pour ces 2-3 passements de jambes contre Lyon, par rapport à ce qu'il dégage, légende de l'OM, il n'y a aucun... C'est une légende, il a fait un bon match d'une légende. La vidéo de Joga Bonito, on s'en rappelle, le mec, il nage ce jour-là. Pour moi, c'est Bernard, ta légende. Je pense que c'est ta légende. Déjà, je pense que c'est pas un Parisien, donc André Luiz, voilà. Putain, mais c'est le fond de la favela que tu nous donnes, quoi. C'est un mec qui sort des Guerreiros. Ouais, je dirais, allez, parce qu'il a plus joué Eduardo Costa, mais bon, sans plus. D'accord. Ok. Toi, Julien, vas-y. Moi, je suis d'accord avec Axel. Doria, légende. Ouais. C'est sûr, c'est une catastrophe, son passage, on va pas se mentir. Mais il nous a marqué pour son match contre Lyon et sa petite célébration je saupoudre. Voilà, la légende. Là, ça a été légendaire. Le mec, il est arrivé, il a chié sur les Lyonnais et pour ça, il est légendaire. Voilà, Attends, on va continuer, il ne faut pas que tu nous... Oui, on va continuer. On va passer au très bon joueur. Et Julien, vas-y, le très bon joueur, qu'est-ce que tu mets en très bon? Le très bon joueur, je partirais plus sur l'avis de Thomas. Du coup, je dirais Eduardo Costa. Voilà, c'est un mec qui a peut-être un peu plus duré, même si c'était quand même le fond de la favela, comme tu dis. Mais il a un peu plus duré. Voilà. Bon, passage un peu quelconque, de toute façon. Il n'y a pas grand-chose à retenir. Et je pense pas qu'il ait vendu beaucoup de maillots comme Jordan Amavi lui aussi. Axel, je me mets plus dans la tête de Thomas, je choisirais un mec un peu plus élégant, même s'il n'a absolument aucun niveau. Élégant. Je dirais un très bon joueur, Lucas Silva. Ah, c'est malin ça. Voilà. D'accord. Lucas Silva, un très bon joueur.
Bernard? Moi, je mettrais un très bon joueur, Doria, parce que voilà, bon, je sais que tu es un fanat de coach Bielsa, donc juste pour ça. Mais Bielsa, il le voulait même pas, Doria, non? Justement, on en parlera après. Oui, Bielsa, il le voulait pas, il se l'est fait imposer, hein, Doria. Au départ, je me rappelle, il a dit que ce mec, ce tocard, j'en veux pas. Hein, et c'est Laburne qui lui a dit. C'est pas un tocard, c'est une légende. Tu vas prendre Doria, tu vas le faire jouer, tu verras, c'est un crack. Et on va finir par le correct et donc évidemment le tocard absolu. Donc vas-y Axel, le correct et le tocard. Ouais, le joueur à peine correct, le mec qui vient de Bordeaux, Eduardo Costa. À peine correct le mec, hein. Vraiment. D'accord. Et donc du coup. Et pour moi, le tocard absolu, évidemment, André Louise, le mec qui est parti à Paris, qui nous a chié dessus. Je suis d'accord, un tocard absolu. Tocard absolu, le mec, on en parle. Tu es d'accord aussi? Ouais, je dis André Louise, et par contre, du coup, en troisième, moi je donne Lucas Silva. Voilà. D'accord. Et Bernard? Moi, ça serait Lucas Silva et André Louise. Parce que je crois qu'il a même planté contre l'OM quand il était à Paris. C'est pas impossible. Alors, je vais vous donner mon classement. Alors, en légende, parce que bon, on va commencer par la légende. En légende absolue. Voilà. Vous me connaissez un petit peu quand même. J'ai mis Doria. Évidemment. Parce que je considère que c'est moi, j'étais plutôt content quand il arrivait. Oui. Non, c'est vrai, j'étais plutôt content. T'en faut peu. Non, mais alors, c'est pas pour. Je vais vous dire pourquoi. Je l'avais vu jouer une fois en sélection du Brésil avec Marquinhos, sélection junior du Brésil. Et je l'avais trouvé exceptionnel. Le mec a regardé la sélection junior du Brésil et il me sort qu'il n'avait pas vu Alvaro González. Ouais, j'avoue. Non, mais je regarde du ballon, ça m'arrive. Et non, mais voilà. Matheus Doria, je le mets en légende. Alors, effectivement, son match contre Lyon, c'est pour moi la seule raison que je le mets en légende en réalité. Oui, bien sûr. Parce que c'est exceptionnel ce qu'il avait fait ce jour-là. Il a marqué le but de la victoire et puis. Les passements de jambes et tout ça en étant arrière gauche. D'accord. Faut s'en rappeler. Voilà. En très bon joueur. Ouais. Il y en a un de vous trois qui a vraiment dit l'argument prioritaire. Ouais. Aime les joueurs élégants. Et du coup, j'ai mis Lucas Silva. Dans ta tête, je le savais. J'ai mis Lucas Silva. Il a joué à Bordeaux en plus. Hein. Parce que Lucas Silva, ça reste un joueur qui était très très lent. Cramé, mais voilà, je le trouve. Il pouvait faire peut-être 2-3 trucs intéressants par moment, mais c'était très très bref, on va dire ça comme ça. Très bon joueur. Dans la catégorie, très bon joueur. Très bon joueur. Le truc qu'il y a, c'est que il a été quand même recruté par le Real de Madrid. Donc pour ça, on va dire que voilà. Il mérite. Contrairement aux deux autres qui restent. Le head of mauvaise foi, hein, c'est pas pour rien que je l'ai dit. Non, Lucas Silva, voilà. Après, pour un cardiaque, c'était quand même plutôt pas mal ce qu'il a fait. Et puis, dans quelques années, on aura pour une Covid. C'était plutôt pas mal. Après. Et après, entre le joueur correct et le tocard absolu. Ne me déçois pas. Je vais mettre en tocard absolu. Donc, j'ai donné mon tocard absolu. Le genre correct. Ouais, de toute façon, tu devineras. Tu devineras. Quel est le correct du coup. Le tocard absolu, j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre les deux en fait, parce que voilà, ça a été compliqué. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai vu très récemment qui m'a fait décider. En fait, c'est un journaliste. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Yvan Bonnet, un ancien journaliste, qui avait interviewé un joueur en expliquant que ce jour-là, lorsqu'il était à l'OM, son rêve, en fait, c'était de jouer à Paris. C'était André Louis. Donc pour moi, le tocard absolu, c'est André Louis. Évidemment. Tu nous as fait peur. J'ai eu peur. André Louis, le tocard absolu. Et donc, tu nous as vraiment fait peur. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai, c'est que donc ce journaliste avait interviewé André Louis lorsqu'il était à l'OM et il lui avait dit mon objectif, c'est de signer au PSG alors qu'il était chez nous.
Donc, le mec nous a vomi dessus, quoi. Il nous a vomi dessus. Donc, je le mets en tocard absolu. Évidemment. Et en joueur correct, c'est le même, quoi. En joueur correct, j'ai mis la pépite bordelaise, évidemment. Bordeaux Costa, grotesque. Donc, du coup, Axel, t'as tout vu. Donc, tu vas. La semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est pour toi. Là, le totem. Préparez un truc, là, ça va être merveilleux. Vous allez tu as le totem du tocard. J'ai ma liste déjà. Ah, t'es déjà prêt. Bon, bah, écoutez, je pense... Vas-y. Juste à signaler que dans les joueurs qu'il a choisis, il y a quand même 2 chauves sur 4. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Pep Guardiola. Je joue la solidarité. Eh oui. Solidarité capillaire quand tu nous tiens. La semaine prochaine, c'est pour moi. Quand on n'a pas le choix. Bien. Voilà. Bon, ben, ça conclut notre apéro tribune du jour, je pense. Donc, ben, merci à tous les 3, les amis. On se donne rendez-vous dans une semaine. Et pour tout le monde, ben, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur notre Twitter, sur notre Instagram et évidemment sur notre site internet, latribuneolympienne.fr. À la semaine prochaine pour un nouvel apéro. Ciao, ciao. Allez, ciao les mecs. Ciao. Ciao.